Bonjour, c'est la deuxième vidéo consacrée à l'épistémologie critique de la psychanalyse et toujours à un stade introductif de notre réflexion. Et cette deuxième vidéo, je vais la consacrer à déplier un épisode de l'histoire de la psychanalyse et qui croise l'histoire des neurosciences. Euh, alors cet épisode que je vais présenter ensuite va me servir surtout à illustrer euh, le fait que la posture de Freud n'est pas homogène tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, et que sa pensée elle-même est traversée par des sortes d'hétérogénéité épistémologique. Voilà. Pour le dire d'une autre façon, cela signifie qu'en fait, il est impossible de jeter Freud aux oubliettes de la science comme si Freud était d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'il y a des moments freudiens qui répondent tout à fait aux critères de la science la plus popperienne, hein, et d'autres aspects de Freud qui mettent en difficulté en fait, cette conception de la science. Alors, l'épisode en question, le moment de sa pensée que j'ai à l'esprit, c'est ce moment où Freud invente une théorie qu'il va appeler la théorie du frayage et qui en fait devance, anticipe d'une cinquantaine d'années la découverte de la plasticité synaptique. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait de s'intéresser à cette théorie de Freud? Ça permet d'illustrer déjà une coordonnée du parcours de l'homme, le parcours de sa vie intellectuelle et professionnelle. Freud commence comme neurologue, donc formé à la faculté de médecine, totalement pétri des conceptions de la science de son temps, extrêmement positiviste. Le positivisme freudien a imprégné un peu toute son œuvre tout le long. Tout à fait au clair avec la méthode expérimentale en médecine telle que Claude Bernard l'avait théorisée. Donc il commence son parcours intellectuel comme neurologue et progressivement son parcours va glisser vers autre chose, va progressivement quitter le paradigme neurologique, médical, pour inventer un autre paradigme. Voilà. Donc on passe d'un Freud neurologue à un Freud psychanalyste. Alors il faudrait préciser que le glissement passe par une étape intermédiaire qu'on pourrait nommer le passage cathartique, où Freud et Breuer travaillent à partir de l'hypnose et une théorie qui est celle de la neurotica qui traite les patients par méthode cathartique. Bon, c'est une courte phase dans la période de Freud. Et voilà, on a une espèce de long glissement qui fait passer Freud d'une posture de neurologue à une posture de psychanalyste. Quelle est au juste cette théorie du frayage? Ça apparaît à deux endroits de son œuvre. Le premier endroit où il aborde sa théorie du frayage, c'est dans son manuscrit qui n'a pas été publié immédiatement, qu'il adresse à son collègue Wilhelm Fliess, manuscrit donc le projet pour une psychologie scientifique, et qui date de 1895-1896. Voilà ce qu'il écrivait dans ce texte. La mémoire est représentée par les frayages existant entre les neurones psy. Le frayage dépend de la quantité Q qui traverse le neurone au cours du processus d'excitation et du nombre de fois où le processus se répète. Il est tout à fait clair que l'état de frayage d'une barrière de contact donnée doit être indépendant de celui de toutes les autres barrières de contact du même neurone psy. Alors, pour bien comprendre, quand Freud parle de barrière de contact, en fait, il parle du contact entre deux neurones et que nous appelons aujourd'hui synapse. Alors, pourquoi Freud ne parle pas de synapse? Tout simplement parce que le mot n'a été inventé que l'année d'après. Voilà, donc à l'époque, Freud parle du contact entre les deux neurones
comme d'une barrière de contact. Et qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit qu'il y a un seuil d'excitabilité de cette barrière de contact, qu'il y a un seuil d'excitabilité du synapse, et que ce seuil va s'abaisser à mesure que le neurone présynaptique va exciter la barrière de contact. Donc plus une barrière de contact est excitée par le neurone présynaptique, et plus son seuil d'excitabilité va s'abaisser. Alors là, c'est la première formulation de la théorie du frayage, donc on comprend qu'il va y avoir on peut en déduire toute une théorie neurologique, en fait, de ce que c'est qu'un apprentissage. Une seconde citation de Freud, on va la trouver en 1920 donc dans son livre Au-delà du principe de plaisir. Voilà ce qu'il écrit. Le fait de l'apparition de la conscience est certainement en rapport avec la nature des modifications subies, aussi bien par la substance que par les processus d'excitation qui l'atteignent et la traversent. Quelle est exactement la nature de ces modifications? À cette question, il est possible de donner plusieurs réponses, dont aucune n'est encore susceptible de vérification expérimentale. On peut supposer qu'en passant d'un élément à un autre, l'excitation doit vaincre une résistance et que c'est à la diminution de la résistance qu'on doit rattacher la trace durable laissée par l'excitation, donc par le trajet frayé. Voilà. Donc là, à nouveau, il réexprime sa théorie d'un frayage de l'excitation, et que plus une excitation est répétée au même endroit du système des neurones, et plus cette excitation sera susceptible à la prochaine excitation de se frayer un chemin facilement. Donc, il faut préciser une chose. Le premier texte que j'ai cité date de 1896 et n'a pas été publié. Il n'a été publié que très tardivement, au début des années 50, donc longtemps après la mort de Freud. Le second texte, lui, date de 1920, Au-delà du principe de plaisir, et ça n'est pas du tout un texte méconnu dans la société. C'est-à-dire que assez rapidement, ce texte a connu, alors je ne vais pas dire un succès, parce qu'il a soulevé beaucoup de perplexité par ailleurs, notamment autour de sa conception de la pulsion de mort, mais en tout cas, c'était un livre largement connu dans le milieu médical, commenté, critiqué, débattu. Très rapidement, il a été traduit dans de nombreuses langues, en anglais évidemment, mais c'est par exemple le premier livre de Freud traduit en japonais, très tôt, du vivant de Freud. Voilà, donc un livre très connu, dans lequel il explique que les synapses, plus on les excite, et plus leur seuil d'excitabilité s'abaisse, et donc plus les synapses sont excitables facilement. Or, ce point-là de la pensée de Freud, cette théorie dont il précise quand même qu'elle n'est pas encore vérifiable, faute de dispositif expérimental pour s'assurer de la vérité, de la justesse, de l'exactitude de sa théorie. Pour le moment, ça reste à un stade spéculatif. Bien, cette théorie va être réexprimée par un autre chercheur, un neuropsychologue, Donald Elb, en 1950. Et voilà comment Donald Elb l'exprime à son tour. Faisons l'hypothèse qu'une activité persistante et répétée est une activité avec réverbération tend à induire un changement cellulaire persistant qui augmente sa stabilité. Quand un axone d'une cellule A est assez proche pour exciter une cellule B de manière répétée et persistante, une croissance ou des changements métaboliques prennent place dans l'une ou les deux cellules, ce qui entraîne une augmentation de l'efficacité de A comme cellule stimulant B. On attribue à Donald Elb d'avoir découvert la plasticité synaptique. Mais on voit bien qu'en fait, son énoncé reprend exactement une idée qui avait déjà été pensée, exprimée et publiée par Freud longtemps auparavant. Alors ce qu'il y a de curieux, c'est que dans les manuels
neurosciences, de psychologie cognitive, c'est toujours à Donald Hebb qu'on attribue cette idée. De la même façon que dans les manuels d'intelligence artificielle, qui s'appuient beaucoup sur ce modèle-là pour concevoir des modèles d'intelligence artificielle en robotique, c'est à chaque fois à Donald Hebb qu'on attribue la paternité de cette idée. Alors les historiens des sciences affirment que vraisemblablement Donald Hebb n'avait pas connaissance de la théorie de Freud, du frayage. Et c'est sans doute vrai. Néanmoins, cette théorie était tout à fait connue. Rappelons-nous que la publication d'Au-delà du principe de plaisir date de 1920. Donc l'idée était largement en circulation depuis une trentaine d'années, au moment où Donald Hebb produit sa théorie. Voilà. Donc là, visiblement, nous sommes face à une théorie admise dans le champ de la neurologie et de la psychologie cognitive, une théorie admise, une théorie qui a pu être confirmée par des expérimentations in vivo sur des neurones, et voilà, une théorie qui est toujours enseignée aujourd'hui, mais qui n'est pas attribuée à la bonne personne. Alors il y a là quelque chose de tout à fait intéressant dans l'histoire des sciences, dans l'histoire des idées. Nous sommes donc devant un homme, Freud, qui formule une hypothèse, formule une théorie invérifiable, en tout cas pas non vérifiable expérimentalement, et qui, quelques décennies plus tard, s'avère vérifiée par l'observation expérimentale. D'une certaine façon, nous sommes un peu dans le même genre de situation que par rapport à Higgs, qui formule l'hypothèse d'un boson, qui on va donner son nom, le boson de Higgs, et qui, quelques décennies plus tard, par chance de son vivant, va être découvert grâce à un dispositif expérimental. Voilà. Alors, dans le cas de Higgs, quand même, c'est une hypothèse qui se déduit d'un calcul mathématique. Dans le cas de Freud, c'est une hypothèse spéculative. Mais bon, on voit que la méthode empruntée, finalement, produit également un savoir. Et Freud tient quand même à préciser qu'il attend une vérification expérimentale. Voilà. Nous sommes aussi, d'une certaine façon, dans la même situation que celle de Semmelweis. Semmelweis, c'était un médecin hongrois qui travaillait dans une maternité, donc un centre universitaire, un centre hospitalier universitaire en Hongrie, et qui, en 1847, a compris que s'il voulait réduire le taux de mortalité de son service, il fallait qu'il demande à tout le personnel soignant de se laver les mains. C'est le début de l'asepsie. Et Semmelweis ne sait pas trop pourquoi. Il a fait des observations, il voit que le taux de mortalité dans sa maternité est plus élevé que dans l'autre maternité de Budapest. Il comprend que le fait que ces étudiants qui vont aider les femmes à accoucher avant d'aller à la maternité, on participait à l'ouverture de corps dans les autopsies pédagogiques, et il va comprendre qu'il y a tout un intérêt à se laver les mains. Lui parle à l'époque d'une substance cadavérique que les soignants pourraient transmettre aux patients, et qui serait cette substance serait responsable des décès. Il aura donc fallu attendre 50 ans avec Pasteur et le développement de la théorie microbienne pour que l'hypothèse et les intuitions de Semmelweis trouvent leur confirmation expérimentale, soient observées. Voilà, et bien la science, ça procède régulièrement comme ça, c'est-à-dire que des scientifiques avancent des hypothèses, font des propositions théoriques qui ne sont pas toujours vérifiables immédiatement,
et que seul l'avenir pourra valider ou invalider. On peut se poser la question par rapport à Freud. Est-ce que certains des énoncés de Freud sont encore dans cet état d'attente de validation expérimentale? Ça, pour ma part, je serais prudent avec ce genre d'affirmation. Mais il y a au moins une théorie freudienne qui vérifie cette vision des choses, c'est sa théorie du frayage. C'est-à-dire que pendant une cinquantaine d'années, Freud a continué d'énoncer une théorie qui n'était pas vérifiable expérimentalement et qui a plus tard été vérifiée. Voilà. Donc, c'est une façon aussi d'inviter à une prudence vis-à-vis des énoncés de la psychanalyse. Il n'est pas impossible que certains des énoncés qui aujourd'hui nous paraissent curieux ou en tout cas mal démontrés puissent être démontrables à l'avenir, quel que soit le procédé par lequel ça sera démontré, que ce soit par la méthode expérimentale ou autre. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui.